Chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, je suis Guillaume Rousset, maître de conférence en droit à l'université Jean Moulin Lyon 3, et il me revient aujourd'hui de vous parler des liens entre, d'un côté, le Covid-19 et de l'autre, un aspect un petit peu spécifique, essentiel pourtant, qui est le droit funéraire, et d'envisager comment la situation de crise sanitaire que nous connaissons tous a influencé de manière forte le droit funéraire français. Alors, avant de commencer et d'aller dans le détail, je voudrais replacer rapidement le contexte de la situation sanitaire que nous connaissons en France, pas tant pour les collègues français qui connaissent cette situation autant que moi et probablement mieux que moi, mais tout simplement à l'égard des collègues éventuellement étrangers, je pense notamment à nos collègues québécois, dans le cadre de ces entretiens Jacques Cartier, pour qu'ils prennent la mesure s'ils l'ont déjà fait bien évidemment, de l'épidémie, de la pandémie plutôt que nous connaissons en France, outre celle que bien évidemment nous connaissons dans tous les pays. Alors, il me faut vous préciser que à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire grosso modo le 5 ou 6 novembre 2020, nous connaissons en France un nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus qui est d'1,5 million. Vous le savez, vous l'avez probablement entendu, ce nombre de cas est en croissance forte, ce qui a suscité de nouvelles mesures de confinement décidées par les autorités depuis la semaine dernière. 1,5 million cas, c'est un chiffre important en valeur absolue, c'est un chiffre qu'il est intéressant aussi d'analyser en valeur relative, puisqu'il faut comparer ce 1,5 million cas sur 66 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française. Sur ces 1,5 million cas, au jour où je vous parle, il y a aujourd'hui 38 000 morts, en tout cas en France. 38 000 morts, donc autant de deuils, autant de familles touchées, autant de cérémonies qui ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu justement, et qui me poussent à envisager avec vous ce sujet qui consiste à analyser la gestion de la mort, la gestion du deuil, la gestion du corps mort, la gestion des personnes endeuillées, et comment tous ces éléments ont été impactés, parfois de manière très forte, par cette crise sanitaire inédite que nous avons connue. Alors, tout ce que je vais pouvoir vous dire se fonde sur un ensemble de normes législatives et réglementaires qui se sont construites en plusieurs étapes. Nous avons eu d'abord la loi sur l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, qui, je le dis de manière objective, est une loi d'exception. Je dis loi d'exception pas au sens politique du terme, pas au sens critique du terme, mais au sens neutre, technique, juridique du terme. C'est une loi dérogatoire et sur la base de laquelle un grand nombre de décrets, d'arrêtés ont été pris et qui vont fonder l'essentiel de l'argumentation que je vais développer ici dans le cadre de cette intervention. Il y a aussi alors du droit souple ou du non-droit, peu importe, constitué par l'avis d'autorité sanitaire sur le sujet. Et je pense ici spécialement à des avis rendus par le Haut Comité de la Santé publique, qui sur ces questions funéraires a eu un rôle à jouer de manière importante. La deuxième étape de ces fondements normatifs, c'est la loi du 11 mai 2020 qui a prorogé l'état d'urgence sanitaire et qui a complété un certain nombre de mesures déjà existantes. Et puis la troisième étape, qui n'est au jour où je vous parle qu'à l'état de projet, c'est un projet de loi donc issu du gouvernement qui prolonge ou prolongerait, puisque c'est encore un projet, l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, même si les choses n'est pas stabilisées. Bon. Quoi qu'il en soit, que ce soit du droit positif ou du droit prospectif, les éléments tangibles nous permettent de mener de manière suffisamment stable une réflexion sur le sens et l'esprit des dérogations que le droit funéraire français a connues dans ce contexte de crise. Et donc ce régime d'exception, je le disais, a introduit des dérogations sur de nombreux thèmes du funéraire. Alors nous n'avons que 20 minutes à passer ensemble, certes, dans cette capsule, mais il me faut quand même aller à l'essentiel pour vous présenter ces dérogations, parce qu'elles sont nombreuses, et puis pour réfléchir avec vous à leur interprétation. Mais pour vous les présenter, je voudrais, de manière peu académique, en tout cas pour un juriste français, non pas vous faire un plan de parties et de sous-parties, mais au contraire reprendre les différentes étapes du décès et de la gestion de la dépouille, pour voir avec vous à chacune de ces 7 étapes comment et pourquoi les dérogations au droit funéraire ont été mises en place. Alors une première étape,
euh, en tout cas au sens administratif du terme, c'est le constat de la mort de celui qui est décédé. La question se posant tant pour des personnes décédées du coronavirus ou pour toute autre personne décédée de quelque maladie que ce soit ou quelque situation accidentelle que ce soit. Sur le constat de la mort, la grande question qui se pose, c'est qui peut rédiger un certificat de décès? En droit français, la chose est assez normée, se fondant essentiellement sur des médecins en activité, en exercice, mais euh, a été constaté un nombre insuffisant de professionnels vu l'accroissement de la pandémie et l'accroissement de la mortalité liée à cette pandémie, et un décret du printemps de cette année, du printemps 2020, a précisé les modalités d'établissement du certificat de décès qui peuvent être rédigées cette fois-ci, outre les professionnels classiques, aussi par plusieurs catégories. D'abord, les médecins retraités sans activité, j'insiste, médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours de troisième cycle d'études de médecine en France. J'insiste sur en cours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas titulaires d'un troisième cycle, ils sont en train de le passer, et sur ce que l'on appelle les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne, les PADU, qui sont dans une situation un petit peu particulière en droit français au vu de leur statut. Euh, Ce que l'on peut déduire de tout ça, c'est que nous sommes dans une gestion de crise sanitaire, donc nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle, et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et des dérogations très fortes, celles que je vous ai indiquées, sont mises en place, très fortes, puisque nous avons quand même ici des personnes qui vont établir un certificat de décès, alors qu'elles n'ont, pour certaines, plus du tout d'activité, ou pour d'autres qu'elles ne l'ont pas encore pleinement, avec le cas un peu particulier des praticiens à diplôme étranger, qui ont une activité, mais avec un diplôme hors Union européenne, ce qui pose des questions naturelles de reconnaissance des compétences et d'établissement des compétences. Non pas qu'il n'en ait pas, bien évidemment, sinon il ne serait pas diplômé, mais c'est tout le problème de l'équivalence des diplômes entre les pays et surtout entre les regroupements de pays, ici à travers la question de l'Union européenne. Donc un pragmatisme, me semble-t-il, de la part des pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'il y a énormément d'enjeux qui font que on peut se demander si la compétence est pleine et entière pour ces publics qui ne sont plus en activité ou pas encore pleinement en activité? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques techniques qui peuvent permettre de penser que le certificat de décès ne serait pas rédigé correctement? Je ne le pense pas, je ne suis pas un spécialiste des certificats de décès, mais on peut imaginer que l'activité demandée et autorisée soit réalisable par une variété de professionnels ou d'apprentis professionnels ou d'anciens professionnels de santé. Bon, en tout cas, un pragmatisme qui est intéressant à noter, même s'il ne semble pas particulièrement problématique ici. Une deuxième étape dans ce processus de la gestion du deuil et du corps mort porte sur les soins apportés au corps, à la dépouille mortelle. Alors ici, il faut distinguer la question de la toilette mortuaire de celle des soins de conservation, le type d'acte n'étant pas le même dans son contenu technique et dans sa symbolique. La toilette mortuaire, bon, on peut le comprendre assez intuitivement, qui constitue la toilette permettant de laver le corps du défunt, eh bien, par les différents textes du printemps et pendant toute la période de l'état d'urgence sanitaire, cette toilette mortuaire a été interdite par principe. Alors, nous avons quand même différentes étapes, puisque nous avons eu d'abord un décret qui l'a totalement interdite, en disant, je cite, « Les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19, j'y reviendrai, au moment de leur décès, font l'objet d'une mise en bière immédiate. » Certes, j'y reviendrai, mais la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. Alors ici, je voudrais quand même dire plusieurs choses. La première, c'est que vous le voyez, on parle des défunts atteints du Covid, simple, a priori, mais on parle aussi, et je dirais même surtout, des défunts atteints probablement du Covid-19 au moment de leur décès. C'est-à-dire qu'on applique ici des mesures liées à une crise sanitaire dont on n'est pas totalement certain, mais dont on ne peut pas totalement exclure que les personnes concernées, ici les personnes décédées, ont été touchées de manière effective par la situation sanitaire, le Covid-19, qui justifie les mesures dérogatoires. Donc c'est une sorte de principe de précaution qui fait appliquer de manière large, extensive, l'interdiction de la toilette mortuaire.
Bon, alors ça, c'était une interdiction. Un mois plus tard, après ce décret, donc un peu plus tard au printemps 2020, finalement, une exception a été mise en place permettant la toilette mortuaire si elle est réalisée par un professionnel de santé ou un thanatopracteur en respectant les consignes sanitaires. Je cite, la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Bon, alors, je ne suis pas spécialiste de droit mortuaire, je ne sais pas bien de quel type de toilette mortuaire il est question si cette toilette n'est pas réalisée par des professionnels de santé ou par des thanatopracteurs. Mais en tout cas, ça permet, me semble-t-il, la réalisation d'un certain nombre de toilettes mortuaires. Et ce qui me paraît intéressant, parce qu'on peut se demander comment interpréter cette évolution. Soit l'intensité de la crise sanitaire était moins forte et les autorités ont estimé qu'elles pouvaient desserrer les contraintes, ce qui honnêtement est malheureusement peu probable, euh, même au printemps, pendant le premier confinement, soit, et c'est peut-être plus probable en tout cas de mon point de vue, l'interdiction totale de toilettes mortuaires a été très mal acceptée par les professionnels, et ou, je dirais même surtout par les familles, puisqu'on peut le dire assez nettement, que laver le corps du défunt est un élément qui existe depuis la nuit des temps et que cela constitue probablement l'un des gestes les plus universels qui soit. Alors, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, mais je pense que la symbolique de l'absence de toilettes mortuaires a été vécue comme une violence absolue, l'interdiction pouvant être justifiée, hein, mais c'est pas parce qu'elle est éventuellement justifiée qu'elle elle est perçue positivement par les personnes qui sont touchées. Quant aux soins de conservation ensuite, c'est-à-dire les soins qui ont pour but d'empêcher la dégradation du corps, ils sont totalement interdits, à nouveau sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès, et quelle que soit la personne qui ferait ces soins et quelles que soient les conditions de réalisation. C'est-à-dire qu'ici, sur les soins de conservation, on a une politique au final beaucoup plus restrictive que pour la toilette mortuaire, ce qui peut se comprendre parce que on imagine bien que les enjeux sanitaires de celui qui réalise un soin de conservation, les enjeux sont beaucoup plus forts que pour une simple toilette, ce qui est essentiellement en extériorité, alors que tous les soins de conservation ont un caractère invasif, et bien évidemment, puisqu'on est ici pour le drainage des liquides et des gaz que le corps contient, l'injection des produits biocides, etc. Donc il y a un risque sanitaire qui est beaucoup plus fort avec des soins de conservation qu'avec des soins de toilette mortuaire, ce qui justifie l'interdiction totale des uns et non pas des autres. Une troisième étape concerne la mise en pierre, c'est-à-dire la mise en cercueil. Deux grandes questions, quand et comment. La première question sur le quand, le droit dérogatoire est tout à fait clair ici. La mise en bière doit être réalisée de manière immédiate, à nouveau pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès. Ce caractère immédiat se justifie, me semble-t-il, d'autant plus que les soins de conservation sont interdits. C'est-à-dire conserver, si j'ose le mot, un corps mort, conserver une dépouille mortelle, sans soin de conservation, la chose est quand même compliquée. Et l'absence de mise en bière immédiate impliquerait des problèmes matériels sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais qui seraient hautement problématiques, tandis que la mise en bière immédiate a au moins le mérite d'être cohérente par rapport à l'absence de soins de conservation, indépendamment de la toilette mortuaire. Donc concrètement, ça signifie une chose très, très essentielle d'un point de vue symbolique et d'un point de vue humain, c'est que si la mise en cercueil a lieu tout de suite, et que le cercueil est fermé au plus vite, ce qui est le principe de la mise en bière immédiate, ça signifie donc que la famille ne voit pas le corps du défunt, d'autant qu'il n'y a pas de présentation du corps en chambre funéraire, et en réalité, la seule possibilité pour la famille de voir le défunt est lorsque le corps est déposé dans une housse mortuaire avant la mise en bière, avec des recommandations justement du Haut Conseil de la Santé publique, des recommandations qui ont évolué dans un sens moins restrictif par rapport au sens initial. C'est que les recommandations des autorités sanitaires portaient sur une ouverture de, je cite, 5 à 10 cm sur la partie haute de la housse pour que le visage puisse être vu. Réalisons quand même un instant la violence psychologique que cela peut signifier, c'est-à-dire que vous venez de perdre un proche, un membre de votre famille éventuellement, du coronavirus ou probablement du coronavirus.
Et avant la mise en bière et la fermeture rapide du cercueil, la seule possibilité que vous avez de voir le corps du membre de votre famille est dans une housse fermée, à l'exception du visage, avec une ouverture très, très limitée. Et je le rappelle, en devant évidemment respecter les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation physique et l'absence totale de contact. Vous imaginez bien la lourdeur psychologique de cela, c'est-à-dire que la symbolique, la manière de présenter le corps n'est pas du tout la même entre une housse quasiment entièrement fermée et un cercueil, ou une chambre funéraire de manière plus générale. Donc, je ne dis pas que la mesure n'est pas justifiée d'un point de vue technique, je dis juste que la mesure a un impact psychologique majeur, me semble-t-il, ici pour les personnes endeuillées, accroissant la gravité du deuil. La quatrième étape concerne le transport du corps. Alors, une distinction à réaliser cependant, avant la mise en bière ou après la mise en bière. Avant la mise en bière, donc avant la mise en cercueil, le message est clair par le droit dérogatoire, aucun transport n'est possible sur demande de la famille, puisque de toute façon, la mise en bière est immédiate. Donc on ne peut pas transporter un corps avant la mise en bière, puisque celle-ci doit se faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire de manière immédiate. Après la mise en bière, le transport du corps nécessite une déclaration préalable adressée au maire du lieu de fermeture ou du lieu de dépôt temporaire, avec, en cas de crémation, copie au maire du lieu de crémation. Mais il y a la possibilité de s'abstenir de déclarer préalablement le transport à condition de transmettre une déclaration dans le mois qui suit l'opération. En tout cas, il y a des possibilités de transport à la marge, mais qui existent en tout cas. Comment cela se fait-il d'un point de vue plus technique, le transport du corps? Alors pour la mise en bière, hein, au-delà, c'est qu'en fait la mise en bière se fait dans un certain type de cercueil. Alors il y a deux types de cercueils, sans être spécialiste de la chose, et à minima, il y a le cercueil simple qui n'est pas hermétique, c'est-à-dire, pardon d'entrer dans ces détails hautement symbolique, mais un cercueil simple non hermétique, c'est un cercueil qui n'empêche pas de fuite de liquide au milieu extérieur, voilà, et qui ne contient pas une matière absorbante pour autant. Euh, pour certains types de pathologies des défunts, il y a l'obligation d'une mise en bière dans un cercueil hermétique. Là, pour les personnes atteintes ou probablement atteintes du Covid-19, un cercueil simple suffit, il n'y a pas besoin d'un cercueil hermétique, même si la fermeture doit se faire, je l'ai dit, dès que possible. En tout cas, l'établissement de l'autorisation de fermeture du cercueil par le maire du lieu de fermeture du cercueil reste obligatoire, même s'il y a une dématérialisation qui est possible et certaines dérogations qui sont à nouveau possibles. En tout cas, on est dans une mesure pas aussi stricte qu'on aurait pu l'imaginer, avec donc un cercueil de type simple. Le cinquième point porte sur le délai d'inhumation, ou de crémation d'ailleurs. Alors en droit français, par principe, c'est-à-dire hors crise sanitaire, une inhumation ou un dépôt en caveau provisoire, si le décès s'est produit en France, doit être réalisé 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès. La crémation, lorsque le décès a lieu en France, est produit en France, connaît les mêmes délais, 24 heures au moins et 6 jours au plus. Ça, c'est ce que prévoit de manière assez classique le Code général des collectivités territoriales. Pour le cas du Covid-19 ou des personnes, je le répète, probablement atteintes du Covid-19, voire même potentiellement pour d'autres personnes, un délai dérogatoire a été mis en place qui fait qu'on a toujours le minima de 24 heures, mais on n'a plus le maxima de 6 jours, on a un maxima de 21 jours. C'est-à-dire on ne peut pas dépasser 21 jours pour cette inhumation ou cette crémation. Même si, par exception, exception à l'exception si je puis dire, un délai supérieur à 21 jours peut être fixé par le préfet pour tout ou partie du département. Bon, la chose est intéressante, il faut voir comment l'interpréter, mais ça signifie grosso modo que si le délai maximum est atteint, vous avez, je le rappelle, une famille qui n'a pas vu le corps ou seulement le visage de la personne défunte dans une housse dans les conditions que je citais précédemment, qui n'a eu aucun contact avec le défunt, aucun contact physique du fait des gestes barrières, famille qui n'a d'ailleurs pas pu récupérer tout de suite les biens du défunt, lesquels sont potentiellement en quarantaine, et qui en plus de toutes ces mesures
profondément difficile à vivre qui se surajoute à l'intensité du deuil, cette famille doit en plus attendre potentiellement 3 semaines avant la cérémonie, qui sera grosso modo le seul moment de lien humain et social autour de la personne décédée. On peut assez facilement imaginer que ce soit une violence absolue pour les personnes concernées. Et malheureusement, la violence symbolique peut continuer avec la sixième et avant-dernière étape que constitue la cérémonie funéraire. Cérémonie funéraire avec des mesures qui, à la différence des cas précédents, concernent toutes les personnes décédées. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire sur la cérémonie funéraire s'applique à toute personne décédée, qu'elle soit décédée du coronavirus ou probablement décédée du coronavirus ou de toute autre circonstance. Donc là, c'est intéressant parce que ce sont des mesures qui concernent tous les défunts, toutes les cérémonies funéraires. Et donc vous avez un décret du 11 mai 2020 qui a interdit tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, avec la possibilité d'avoir malgré tout des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes, même si on a pu avoir ensuite une évolution, parce que initialement, il n'y avait pas la limite des 20 personnes prévue dans l'arrêté du 15 mars 2020. Aucune limite de 20 personnes n'était prévue pour les cérémonies funéraires. C'est le décret du 11 mai 2020 qui l'a rajouté. Ça signifie donc que vous avez le moment clé de l'hommage à la personne défunte qui se retrouve limité par le nombre de personnes pouvant venir. Imaginons d'ailleurs que des personnes souhaitent, pendant le premier confinement, venir d'un lieu d'habitation qui est plus loin que 100 km. Je rappelle qu'en France, il y a eu pendant le premier confinement l'interdiction de se déplacer au-delà de 100 km. Ça signifiait que le proche qui vivait à plus de 100 km ne pouvait pas venir, même si il ne constituait pas plus de 20 personnes avec les autres proches. Bon, donc ça signifie qu'on restreint le type de personnes qui peuvent venir par la provenance géographique et on restreint le nombre de personnes qui peuvent venir par 20. Alors ça c'est quand même intéressant à noter, et d'autant plus que pendant la cérémonie, je vous rappelle que comme lors de la présentation du corps dans la housse, restent applicables les gestes barrières, les restrictions de contact social. Donc vous imaginez quand même, nous nous retrouvons dans une situation où il est impossible en réalité de faire de réelles retrouvailles entre famille et amis au moment de la cérémonie. On ne peut pas se prendre dans les bras, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se consoler, on ne peut pas se tenir la main potentiellement. Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'il y avait des contrôles de police et qu'il y aurait eu ou qu'il y a eu des verbalisations si l'on voit que les gestes barrières n'ont pas été respectés, mais nous sommes dans une réalité où, d'un point de vue technique, tous ces éléments de contact humain et d'empathie ne peuvent pas, théoriquement en tout cas, avoir lieu. Et je rappelle aussi que, par principe, tout ce qui est avant la cérémonie ou après la cérémonie, vous savez, les moments de retrouvailles où on partage un moment, on partage un verre, on se remémore les moments clés qui nous unissent à la personne décédée, eh bien, par principe, ces mesures, ces réalités sociales ne sont pas possibles du fait du confinement. En clair, vous venez, vous allez à la cérémonie funéraire à pas plus de 20 personnes, geste barrière, et dès que c'est fini, techniquement, après s'être dit au revoir à distance sur le trottoir face au cimetière, vous repartez pour vous reconfiner chez vous. C'est d'une violence absolue, sachant que bien évidemment pendant la cérémonie funéraire, le cercueil est fermé puisqu'il a été dès la mise en bière. Alors que le fait de voir à nouveau le visage du défunt, le corps du défunt dans une cérémonie peut être un élément symboliquement fort. Le dernier élément que je voulais voir avec vous, le septième et dernier élément, porte sur l'exhumation. Par principe, en droit funéraire français, l'exhumation est normalement possible sans délai. Mais là, il y a une exception qui a toujours existé, un délai d'1 an pour les défunts qui sont atteints de certaines maladies, de manière générale avant la crise, mais liste à laquelle on a intégré le Covid. C'est-à-dire que, imaginons, le déconfinement se fait au début de l'été 2020, j'entends, je parle du premier confinement. On souhaite finalement enterrer dans le lieu de résidence secondaire et non pas de résidence principale la personne décédée. Eh bien, il faut en réalité attendre 1 an avant que ce transfert, cette exhumation puisse se transférer, cette réinhumation puisse se faire.
Alors comment analyser toutes ces modifications? Nous étions et nous sommes toujours dans une situation exceptionnelle. Nous avons donc dû mettre en place en réponse des mesures exceptionnelles. Personne n'affirme évidemment que ces mesures sont idéales, elles visent seulement à faire au mieux. Alors, qu'elles soient terribles ces mesures pour les familles, c'est une évidence. Pour les évaluer comme sujet des libertés fondamentales de manière générale, il faudrait peut-être analyser deux éléments, le but et les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but. Le but, ne l'oublions pas, c'est de limiter la propagation du virus. Et c'est vrai qu'il y avait ici un risque très fort dans ce cadre particulier qu'est le décès, qu'est la mort, pour plusieurs catégories de personnes, puisqu'il faut imaginer quand même la présentation du corps d'une personne contaminée ou potentiellement contaminée à une famille sans fermeture de cercueil, sans interdiction de contact, sans limitation du nombre de personnes à une cérémonie. Très clairement, le risque épidémique était très fort pour les proches et pouvait aggraver la situation sanitaire de manière importante. Et puis, deuxième catégorie de personnes, imaginez la préparation du corps contaminé sans l'interdiction de soins de conservation. Le risque épidémique était ici très fort pour les professionnels. Donc le but est légitime, de mon point de vue, à coup sûr. Est-ce que le moyen permettant d'atteindre ce but est proportionné? Là, c'est évidemment très difficile à apprécier. Il y a eu une évolution sur la toilette mortuaire, interdite par principe, autorisée finalement, ce qui peut être essentiel si la famille voit le visage du défunt dans la housse. On a eu une ouverture avec le nombre de personnes pour la cérémonie, aucune personne puis finalement 20. Mais malgré tout, on perçoit très fortement la violence symbolique, la violence psychologique, la violence presque éthique que cela peut constituer. Les sociologues, les anthropologues, les psychologues pensent que les personnes endeuillées qui ont vécu ce deuil ou qui n'ont pas pu justement vivre au mieux ce deuil accuseront le coup et qu'il y aura un trauma fort, sévère, qu'ils subiront et qui pourrait d'ailleurs permettre d'imaginer par la suite des cérémonies symboliques sans réanimation, mais pour permettre aux personnes de faire enfin correctement et dignement leur deuil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le sujet est tout aussi essentiel qu'il est lourd d'un point de vue symbolique et d'un point de vue humain, mais il me paraissait important d'en parler avec vous. Merci de votre attention. Et si vous souhaitez que l'on puisse converser indépendamment du caractère décalé de cette intervention par capsule, voici mon adresse mail guillaume.rousset@univ-lyon3.fr. À votre disposition. Merci beaucoup.